Qui aurait cru il y a tout juste un an que François Hollande deviendrait président de la République? Les sondages donnaient alors Dominique Strauss-Kahn favori de cette présidentielle. Mais en politique, rien n'est jamais joué. François Hollande a cru en son destin. Hier, il est devenu le deuxième président socialiste de la Ve République. Il a battu Nicolas Sarkozy avec 51,62% des suffrages. Alors, qui est François Hollande? Quelles vont être ses priorités? Quelle est aujourd'hui surtout sa marge de manœuvre? On va en parler dans le débat ce soir. On va en parler avec Elisabeth Chemla. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Pour le meilleur et pour le pire, 5 femmes entre amour et politique avec Nicole Leibovitz, et c'est aux éditions Flammarion. Et vous avez notamment fait un portrait de Valérie Trierweiler. On en parlera dans ce débat. Avec nous, Hélène Jouan, bonsoir. Vous êtes directrice des magazines d'information à France Inter, auteur également du Petit Hollande illustré par l'exemple, et c'est aux éditions Nouveau Monde. Henri Vernet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, auteur de Tous les coups sont permis, c'est avec Renaud Délier, c'est aux éditions Calman Lévy. Et avec nous, Guillaume Perrault, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite revenir sur ce dimanche 6 mai. Il est 21h25. Première déclaration du tout nouveau président de la République, François Hollande, est à Tulle. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. Je demande à être jugé sur 2 engagements majeurs: la justice et la jeunesse. Merci la Corrèze, merci. Au revoir. Ce que me demande effectivement partout, c'est de l'emploi, du travail, de la solidarité. Et ça prendra du temps. Merci. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. C'est maintenant. Le changement. C'est maintenant. C'est maintenant. Elisabeth Chemla, je vous ai vu beaucoup sourire sur ce petit montage et notamment sur ces quelques notes d'accordéon, La vie en rose. Comment vous avez vécu cette victoire hier soir? La plupart des commentateurs disent que qu'on n'a pas retrouvé l'atmosphère de 81. Ah, pas du tout. Je crois qu'on en était très loin, mais pour une raison simple, c'est que, me semble-t-il, c'est une élection qui s'est faite sur le rejet d'un homme et la non-appétence pour un autre. Alors ça donne au total, évidemment, quand il y a un résultat, parce que chacun d'entre nous est citoyen et va voter quand même, une satisfaction si l'on a voté pour François Hollande, et beaucoup de tristesse et de dépit si on a voté pour Sarkozy. Mais il n'y a pas d'élan parce que le candidat lui-même, qui est aujourd'hui président de la République, n'en a pas donné. Il est contraint par tant de choses et qui l'ont d'ailleurs obligé à faire une campagne d'un type que j'ai trouvé très particulier, que ça ne peut pas susciter l'enthousiasme. Et puis, il n'y a pas de lendemain qui chante. Il peut y avoir que des lendemains extrêmement difficiles qui pleurent. Donc, il y avait du contentement, évidemment. C'était quand même une soirée, mais certainement pas la liesse des grands bouleversements. Hélène Jouan, d'ailleurs, on n'a senti aucun triomphalisme du côté des socialistes hier soir. Il y a quand même une sobriété... Non, mais effectivement, pour les raisons que vient d'énoncer Elisabeth Chemla. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le premier discours à Tulle, c'est encore le président du Conseil général de Corrèze qui parle. Et on se dit, waouh, il n'a pas encore pris la mesure de ce que c'est qu'être président. Alors ceci dit, et on voit d'ailleurs la différence entre Tulle, le discours de Tulle, et la Bastille, où là, tout à coup, il correspond un peu mieux, même s'il n'y a pas la ferveur de 81. D'abord parce que ce n'est pas la rupture de 81. En 81, c'est la première fois qu'il y a une alternance sous la Ve République. Là, mine de rien, c'est quand même
la deuxième fois, donc il n'y a pas cette rupture historique. Et puis effectivement, la crise, et puis François Hollande qui n'est pas François Mitterrand, et puis le rejet de Nicolas Sarkozy qui a fait qu'effectivement on n'a pas eu une campagne de lendemain qui chante. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas, alors je ne sais pas si c'est les 2 heures qui l'ont séparé, si c'est l'avion, si c'est l'air qui lui a fait du bien. Mais en tout cas, quand il arrive à la Bastille et qu'il s'adresse à la foule, tout à coup, on sent qu'il commence à réaliser qu'il est président. Et je trouve qu'il correspond au moment. Alors que vraiment, la première déclaration à Tulle, elle est en deçà de ce qu'on attend franchement d'un président élu. C'est votre sentiment aussi, Henri Vernet, Oui, cette déclaration à Tulle? Oui, Tulle, c'était pas terrible, c'était pas un grand discours. En revanche, qu'il soit pas entré dans le costume du président, là, je suis moins d'accord. Je trouve que justement, il y est entré. C'est d'ailleurs ça qui était intéressant hier. C'est un peu le paradoxe entre cet homme qui s'est préparé et qui était président il y a quelques semaines, qu'il était au Bourget, par exemple. Le Bourget, c'est vrai que c'était assez frappant. Comme il était justement, il s'était métamorphosé et il s'était transcendé en quelque sorte. Lui, finalement, tous les surnoms dont il a été affublé, le côté un petit peu flou comme personnage, il n'a pas de personnalité très saillante. Et là, en revanche, il était réellement habité par ce rôle qui est quand même primordial, qui est unique en Europe, voire dans le monde, parce qu'un président français est quasiment plus puissant, contrairement à ce qu'on croit souvent, qu'un président américain. Donc, alors peut-être que là, hier, il lui a manqué vraiment le passage, c'est-à-dire il n'a pas bien saisi comment se métamorphoser, comme vous le disiez, en 2 heures, vraiment rentrer dans ce président-là. C'est vrai qu'il était meilleur à la Bastille, parce qu'en quelque sorte, il s'est décoincé et surtout, il s'est montré en phase avec cette foule qui, certes, n'attendait pas comme en 81, mais quand même, il y avait une attente. C'est vrai qu'entre-temps, on sait que la gauche, elle a été aux affaires, on sait qu'elle sait gérer le pays, bien ou mal d'ailleurs, parce qu'elle était dans les mêmes affres et turpitudes que la droite. Mais malgré tout, il y avait quand même une attente d'alternance qu'on a vue en Europe et il s'est mis en phase avec ça. Mais c'est vrai que le discours était en effet un peu 4e République, un peu années 50, à Tulle. Guillaume Perrault. J'ajouterais que François Hollande, tout au long de sa campagne, a voulu invoquer des grands anciens. On a beaucoup dit qu'il avait vu les grands discours de François Mitterrand. Il a attendu en Corrèze le résultat du 2e tour, comme François Mitterrand avait l'habitude d'attendre dans son fief de la Nièvre le résultat de la présidentielle. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec la manière dont Nicolas Sarkozy a célébré sa victoire. Là, on était quand même dans deux mondes quand même très différents. Je fais ce rappel, Vanessa, parce que moi, ce qui m'a frappé tout au long de la campagne de Hollande, c'est que parfois j'ai eu l'impression qu'on était dans la parodie. La parodie, à force de vouloir se référer sans arrêt aux grands anciens du socialisme, de vouloir rassurer son électorat, et ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la liturgie d'une campagne. Malgré tout, parfois il m'a semblé que François Hollande tâtonnait, cherchait à inventer son propre rôle, son propre discours. Il a trouvé une espèce de motion de synthèse hier soir. On a tous relevé la différence de tonalité, en effet, entre Tulle d'abord, Paris ensuite. Et je suis resté un peu sceptique tout au long de cette campagne sur ça, sur le caractère présidentiel ou non de la campagne que François Hollande a menée. Et une tonalité différente quand même par rapport à, je reviens là-dessus, la victoire de Sarkozy en 2007. Plus rassurante, plus classique, un retour à des classiques éprouvés. D'abord, on reste dans sa terre d'élection, qui est une province française, comme Jacques Chirac. Ça a été mieux célébré, selon vous, vous qui travaillez au Figaro, ça a été mieux, François Hollande a mieux célébré sa victoire que Nicolas Sarkozy en 2007 ? Il est clair que hier soir, François Hollande n'a pas fait un faux pas qui va traîner tout son quinquennat comme un boulet, alors que Nicolas Sarkozy l'a fait. Ça, c'est tout à fait incontestable. Alors, on va se poser la question, qui est François Hollande ? Je vous propose tout de suite de voir ce portrait signé Sami Benramoun, et ensuite on en parle avec nos invités. Enfant, il en rêvait déjà. Entre un père médecin, flirtant avec l'extrême droite, et une mère de gauche, assistante sociale, François Hollande annonce la couleur. Il nous disait quelque chose qui nous faisait toujours rire. Il dit, quand je serai grand, je serai président. Alors on n'y croyait pas du tout. Pourtant, son parcours exemplaire joue en sa faveur. Des études à HEC, Sciences Po et l'ENA, la voie royale, car c'est là qu'il rencontre celle qui devient sa compagne. Avec Ségolène Royal, il aura 4 enfants. Au début, ils mèneront ensemble une carrière symétrique. Tous deux d'abord conseillers de François Mitterrand à l'Élysée, puis députés. Vie privée, vie politique se mêlent. Le couple devient médiatique, mais la lumière se braque sur elle. Ségolène Royal sera ministre, mais pas François Hollande. Lui gravit tous les échelons du Parti socialiste. D'abord proche de Jacques Delors, puis de Lionel Jospin. Il prend la tête du PS en 1997. Sa mission,
tenir la maison alors que Lionel Jospin entre à Matignon. 21 avril 2002, Lionel Jospin s'en va, François Hollande reste, à lui de relancer la machine. En 2004, c'est la vague rose aux régionales puis aux européennes. Il se voit présidentiable, mais le non au référendum européen brise ses ambitions. On connaît la suite pour la présidentielle, encore une fois, il doit céder la place à Ségolène Royal. Déjà, mais on ne le sait pas encore, le couple bat de l'aile. La séparation ne sera officielle qu'après la défaite de 2007. François Hollande peut alors sortir de l'ombre de Ségolène Royal. Il quitte la tête du PS, s'affiche avec sa nouvelle compagne, change de look, perd 10 kilos. Pendant des mois, il parcourt la France et finalement annonce sa candidature en mars depuis son fief de Corrèze. Mais pour ses adversaires, il manque d'envergure et d'expérience internationale. Sa réponse, un déplacement en Tunisie après la chute du régime de Ben Ali. Comme premier secrétaire du Parti socialiste, j'ai parcouru le monde. Je connais la plupart des grands responsables qui sont en Europe. Je n'ai pas là besoin de faire démonstration de quoi que ce soit. Mettre au pas la finance internationale, assurer la justice fiscale, s'attaquer à l'emploi, des thèmes qui auront forgé la campagne de François Hollande. Hélène Jouan, comment est-ce qu'on peut définir cet homme? Quelles sont ses qualités et ses défauts? L'une de ses qualités, en tout cas, c'est... L'une de ses qualités, c'est la constance. C'est la constance d'un homme qui... Alors, la mythologie, aujourd'hui, veut qu'il l'ait dit tout petit. En tout cas, il l'a dit à sa maman. Mais qui d'entre nous n'a pas dit peut-être un jour à sa maman je serai le prochain président de la République. Mais c'est quand même la constance d'un homme qui, effectivement, va gravir tous les échelons. S'il reste 11 ans à la tête du Parti socialiste, à mon avis, c'est pas pour le plaisir. C'est qu'il a... Je dis pas qu'il sait depuis 20 ans qu'il veut être président. Mais il a effectivement cette constance. Et ce qu'il a montré pendant toute la campagne, quand il se déclare candidat le 31 mars dernier à Tulle, sincèrement, tout le monde le regarde un petit peu de haut, ou en tout cas se dit il n'a vraiment aucune chance. À l'époque, Dominique Strauss-Kahn est encore le messie attendu de la gauche. Et donc, il y va, il a cette constance et circonstance, il a cette chance quand même inouïe, c'est quand même que Dominique Strauss-Kahn est effacé du jeu présidentiel. Lui, il le regrette d'ailleurs, parce qu'il dit que finalement, il aurait préféré l'affronter. Il était convaincu qu'il pourrait battre Dominique Strauss-Kahn. Et puis, il mène une campagne avec un Nicolas Sarkozy qui a quand même été, qui est le président sortant, qui certes a une cote de popularité qui est très basse, donc qui ne va pas forcément être le candidat de 2007, mais qui est néanmoins a du ressort, a de l'énergie. Il ne sait pas très bien à quoi s'attendre dans cette campagne, mais il n'en bougera pas. C'est-à-dire que même quand ses amis vont lui dire ça y est, ton programme, tu nous l'as donné, tes 60 propositions, il va peut-être falloir bouger, il va peut-être falloir quelque chose. Non, lui, il se dit je sais ce que je veux faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des qualités rares. Alors, on a dit il est mou, il est flou, il est... Non, il n'est pas mou, il n'est pas flou. Ça lui vient d'abord de son parcours politique aussi. C'est un homme de synthèse. Il est resté 11 ans à la tête du Parti socialiste en faisant toutes les synthèses possibles et inimaginables. Mais je ne crois pas que ce soit quelqu'un ni de mou, ni de flou. Et moi, je trouve que cette constance, alors avec son humour, mais l'humour n'est pas forcément une qualité présidentielle, c'est une qualité humaine et il a pu s'en servir après dans le jeu politique. Mais une qualité importante pour un homme politique, c'est la constance, je crois. Elisabeth Chemla, il n'est pas mou, il n'est pas flou? Forcément non. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant chez lui. Enfin, si vous posez la question qui sait, moi je réponds je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, il s'est revendiqué comme un homme normal, un président normal. Mais il ne faut déjà pas être très normal pour briguer la présidence de la République et pour vouloir ce poste. Sarkozy avait parfaitement raison dans ce qu'il disait l'autre jour. Alors, il avance masqué, et sur son programme aussi, il avance masqué, parce que, alors, il a toujours renvoyé, par exemple, à ses 60 propositions que, sauf les gens que nous sommes, personne n'est allé lire en réalité. Mais si vous écoutez bien tout ce qu'il raconte, et si vous êtes vraiment capable de dire ce que va faire ou ce que veut faire François Hollande, eh ben, je trouve qu'on est très fort. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'encre envoyée par la pieuvre sans très bien savoir ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais ça me paraît être quelqu'un de très déterminé, en tout cas. Henri Vernet.
Oui, non, mais moi, quand je disais flou, c'était justement pour dire que Bourget, il avait montré une autre image. Et ce qu'il avait montré, et c'est parce que finalement, là, ce qu'on a vu, c'est quand même le portrait d'un apparatchik, hein, si on veut voir les choses assez crûment, qui n'en est fait jamais sorti de son parti. D'ailleurs, la simple manière dont il répond en Tunisie, je trouve ça assez drôle. Quand on a besoin de dire qu'on connaît les dirigeants, y compris qu'on connaît leur nom, c'est assez enfantin presque. Ça montre qu'en effet, on n'a pas cette stature-là, cette dimension. Mais attention, souvenons-nous quand en 2007, Sarkozy arrive aux affaires, il n'a pas non plus une grande expérience dans l'international. Et en plus, il n'en a pas le goût, à part les affaires, disons, de terrorisme et de sécurité qu'il a partagées avec des dirigeants algériens ou de pays concernés par le terrorisme. Il n'a pas une dimension, il n'a pas une stature de grand diplomate. Donc ça, typiquement, ça s'acquiert. La fonction crée l'homme dans ce genre d'angle. Mais l'expérience. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de fonction ministérielle. Alors voilà, oui, ça peut être plus handicapant. Maintenant, c'est pas non plus forcément rédhibitoire. Après tout. Est-ce qu'il sait bien s'entourer? Parce que c'est important. Si lui, peut-être, n'a pas l'expérience, peut-être que l'entourage peut. Il a l'habileté de s'entourer. Et puis, il a, je dirais, au-delà de la constance, bien évidemment, la ténacité, l'habileté. C'est quand même quelqu'un qui rebondit. Alors, c'est vrai que s'entourer, à la fois, je pense qu'il sait faire émerger des caractères. On a vu dans cette campagne, je dirais, plus de révélations qu'en 2007 avec Ségolène Royal. Et surtout, il a su créer un entourage qui s'est bien entendu et maintenir un lien entre son équipe de campagne, ce qui n'était vraiment pas le cas en 2007 dans l'équipe de Royal, et puis entre l'équipe et le PS, ce qui ça non plus, c'était pas si facile. Et disons qu'il a fait converger quand même toutes les énergies autour de lui pour enfin l'arracher, cette victoire. Donc en cela, oui, c'est quelqu'un qui peut être un meneur d'hommes, peut-être pas, mais en tout cas quelqu'un de suffisamment apte et rompu à la synthèse pour arriver à avoir un corps autour de lui. Et dernière chose, c'est justement le style et la marque qu'il veut donner à cette présidence. Et en ça, peut-être que l'homme normal, là, devient intéressant, parce qu'après tout, la Ve République n'impose pas d'avoir un César à la tête de la Ve République, à la tête de l'État. Avec Sarkozy, peut-être que pour la première fois, on aura quelqu'un, avec Hollande, pardon, quelqu'un qui réellement saura, voilà, ça va venir, et ça montre qu'il a encore du chemin à faire pour passer dans cette peau-là, quelqu'un qui saura réellement rendre aux différents instruments de la Ve leur rôle, leur pouvoir réel, Premier ministre, gouvernement et bien sûr Assemblée. Guillaume Perrault, est-ce qu'on ne l'a pas sous-estimé quand même à droite? Alors déjà à gauche, certains l'ont sous-estimé, je pense notamment à Laurent Fabius qui a dit « lui, président, on rêve ». Mais à droite, est-ce qu'on ne l'a pas aussi sous-estimé? Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas sous-estimé son adversaire? Je pense que oui. Nicolas Sarkozy l'a sous-estimé, certains journalistes politiques aussi. Pourquoi? Parce qu'il gardait le souvenir de l'homme des bonnes blagues. Moi, la première fois que j'ai vu François Hollande... On en parle d'ailleurs dans son livre. Mais c'est pas l'homme des petites blagues, justement. Le but, c'est de montrer que c'était pas l'homme des petites blagues. C'est un homme qui a été très habile dans sa gestion des journalistes politiques qui l'ont aidé pendant ces traversées du désert ou ces moments où c'était un peu plus difficile dans les jeux internes du PS. Et je me souviens aux journées parlementaires du PS à Nevers, il y a à peu près 6 ans, comment il savait faire rire une dizaine de journalistes politiques par ses talents d'imitateur. Et l'art qu'il avait de décrypter les situations politiques les plus complexes en expliquant comment les calculs personnels savaient se maquiller derrière les débats d'idées, c'est le propre de la politique souvent. Et alors c'était très pratique et très confortable pour un journaliste politique, il faisait la moitié du travail. On aurait dû co-signer les articles ensemble, si on avait été honnête. Et peut-être que certains se sont un peu arrêtés à ça et n'ont pas perçu qu'il y avait d'autres dimensions dans l'homme. Il a un côté, je trouve, il a un côté quand même joueur d'échecs, quoi. C'est un homme qui pense extraordinairement la stratégie et qui sait dissimuler toute sa stratégie. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et il se dissimule lui-même. C'est une de ses grandes forces, ou peut-être une de ses faiblesses d'ailleurs aussi, on verra, mais c'est une de ses grandes forces. On ne l'a pas vu venir, donc effectivement, ni la gauche pendant longtemps, ni la droite. On a vu le débat avec Nicolas Sarkozy le 2 mai dernier. Moi, j'ai été assez sidérée par la façon dont effectivement le président de la République sortant, candidat à ce moment-là, qui est quand même une bête politique, a totalement sous-estimé. Il avait dit je vais l'exploser, je vais en tout cas le débusquer. Et il est resté quasi muet. On va faire une pause. On va se retrouver, si vous voulez bien, dans un instant pour la deuxième partie de notre débat pour parler de celui qui est aujourd'hui le nouveau président de la République française, François Hollande. On en parle avec nos invités. À tout de suite. France 24 sur iPhone, une application gratuite et simple à installer. Avec France 24, devenez observateur mobile et envoyez directement vos photos et vos vidéos à notre rédaction.
Suivez en temps réel l'actualité du lieu où vous êtes. France 24 sur iPhone, plus de contenus originaux, plus de programmes à la demande. L'actualité accessible partout, à tout moment et en 3 langues. France 24 sur iPhone, devenez acteur de l'actualité.